Une belle conclusion. Monsieur Karl, pour la dernière intervention. Oui, non, moi, indépendamment du fait que je ne sais toujours pas ce qu'est une dépense utile, comme pas plus que je sais ce qu'est la performance de l'action publique, la question sur laquelle je souhaiterais intervenir, c'est celle des financements croisés. Et donc, effectivement, on nous dit qu'il faut éviter les financements croisés. Je me pose la question, de savoir comment le TGV-Est aurait été fait s'il n'y avait pas eu de financement croisé. Et la deuxième question, je me pose la question de savoir comment une collectivité peut véritablement peser sur une décision prise par une autre si elle ne met pas d'argent. Si je reprends l'exemple d'une ligne à grande vitesse, une collectivité qui ne met pas d'argent, comment elle peut dire qu'il faut que la gare soit là ou pas là? Donc effectivement, avoir un seul financement, est-ce que ce n'est pas aussi un déficit démocratique de la part des collectivités alors que les financements croisés apportent la possibilité d'être présents dans la décision? Difficile question, mais... Ouais, sur cette question des financements croisés, je suis pas du tout en phase avec ce qu'a dit Roger Campariol, c'est-à-dire que je pense que les financements croisés, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas aussi nocifs que ça. Il ne faut pas se cacher que si vous dépendez, par exemple pour votre financement d'un seul niveau de collectivité supérieure et que cette collectivité refuse, vous faites quoi? En effet, vous êtes complètement coincé. Voilà. Certains disent aussi que les financements croisés, c'est aussi la marque qu'il y a une adhésion collective politique à un projet. C'est-à-dire que c'est le témoignage en fait que plusieurs niveaux de collectivité estiment que cet équipement public, cette dépense publique est véritablement utile pour l'ensemble des citoyens qu'il représente. Et je crains qu'il y ait un certain nombre d'équipements qui, de toute façon, soient mis à mal si les financements croisés disparaîtraient, sauf à imaginer après des transferts financiers entre budgets de collectivités. Mais alors là, c'est quasiment, à mon avis, c'est mission impossible, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. Vous voulez réagir, Monsieur Campariol? Oui, non, mais pour dire simplement que ce qu'évoquait Joseph Karl, c'était pas de même nature. C'est vrai que la ligne à grande vitesse, c'est un grand équipement structurant. On peut difficilement le comparer à un petit équipement communal. Bon, à la limite, sur la LGV, les financements, ils devraient pas être croisés dans la mesure où l'État devrait avoir les moyens d'apporter tout seul sa part, quoi. Je veux dire, l'anomalie du système, quand même, c'est qu'on aille demander de l'argent aux collectivités territoriales. Bon, enfin, voilà. Mais au fond, pour en revenir à un niveau plus pratique qui nous concerne dans nos territoires, c'est les financements croisés. Moi, je dis simplement que c'est générateur de paperasserie. Voilà. C'est générateur de paperasserie pour peu de choses. Et ce qui fait que, à partir du moment où un équipement sportif, il peut être financé à la fois par le département et la région, ça veut dire qu'il faudra un service des sports au département, un service des sports à la région. Un équipement social qui peut être financé par le département et la région, il y aura un service social au département, bien sûr, aussi des techniciens sociaux à la région, etc., etc. C'est mon point de vue. Je trouve que c'est créateur de bureaucratie. Mais c'est vrai que la LGV... Merci beaucoup, messieurs. Ces dernières interventions ont montré la difficulté à mettre en place un système cohérent de gouvernance entre État et collectivités territoriales et entre collectivités territoriales elles-mêmes. Leur tournant, je laisse la parole en conclusion à monsieur de Saint-Chamas. Bien, la règle du jeu entre nous, c'était effectivement de clôturer maintenant. Donc, 2 petits mots pour conclure. Je me tourne vers le président du PEAP. J'ai fait une petite recherche avant cette rencontre et j'ai trouvé deux références. L'une à des chercheurs de l'université de Maastricht qui ont fait le point sur la politique d'innovation en Europe. Et ces chercheurs plaident pour des tableaux de bord. Je me tourne vers celui qui s'exprimait au nom des questions d'évaluation. Et il dit ceci: 4 variables s'imposent: la dépense publique, la structure du marché de l'emploi, la dépense privée et l'organisation locale des services publics. Et autre référence, celle de chercheurs de l'université de Harvard, donc je change de continent, consacrée à l'innovation dans le secteur public et qui dégage 3 enseignements. 1. Les innovations n'ont d'intérêt que si elles créent de la valeur pour le public. 2. Il existe des entrepreneurs publics dynamiques et efficaces. Et enfin, l'innovation consolide la démocratie locale.
Alors, on sait qu'en France, l'innovation dans le secteur public gagne du terrain, en particulier l'incarnation constitutionnelle que représente l'expérimentation permet de préparer, d'adapter, de corriger l'innovation. Je me pose la question en fin de ce débat si la France a délibérément peur de l'innovation, peur de l'expérimentation, puisqu'on sait qu'on a cet outil aujourd'hui et qu'il ne fonctionne pas. Il résulte de ces travaux qu'une politique, donc ces travaux de recherche montrent bien qu'une politique d'innovation dans le secteur public passe par une organisation efficace des services publics locaux, qui crée de la valeur pour l'usager, et qu'une telle politique consolide la démocratie locale.